sera votre conférencier. Bonsoir, bonsoir Claudine, bonsoir Dominique. Donc, je vois que tout le monde arrive à se connecter et à nous rejoindre. On va attendre encore Je vois ça. Oui, tout se passe bien pour l'instant. On va attendre quelques minutes que tout le monde ait bien le temps de se connecter. N'hésitez pas à m'indiquer tout de suite dans les commentaires si vous avez des soucis de son ou des soucis d'image, qu'on puisse régler les éventuels problèmes techniques avant de démarrer l'intervention de ce soir. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, nous sommes Conférencia, et Conférencia est la première communauté francophone dédiée aux conférences culturelles. Nous organisons chaque semaine de multiples conférences sur des thématiques d'art, d'histoire, de sciences, de philosophie ou encore de littérature. Et vous pouvez découvrir tout notre programme sur notre site www.conférencia.fr ou également sur notre page Facebook. Et je suis ravie de voir qu'a priori tout fonctionne bien et qu'il n'y a pas de soucis particuliers. Donc l'intervention de ce soir, Terra Gallica, quand l'Australie a failli être française, vous sera présentée par Patrick Llewellyn. Patrick Llewellyn, c'est avant tout un passionné d'histoire qui a découvert un jour quelques lignes sur l'expédition Baudin au détour d'un livre écrit par l'historien de la marine française, Étienne Taimitz. Ça a été pour lui le début d'une longue quête. Il s'installe au bord de mer par la découverte de cette expédition inconnue et de cet homme aussi extraordinaire que souvent un peu oublié, Nicolas Baudin. Parallèlement, il s'attelle également à la rédaction de la grande trilogie Terre australe. Pendant 4 ans, il se plonge dans des journaux de mer des officiers et des scientifiques, des expéditions simultanées et concurrentes, françaises et anglaises, de Nicolas Baudin et de Matthew Flinders. Donc, le premier tome, Un jour ce sera nous, est sorti en français en octobre 2019 et il paraîtra en anglais dans le courant de 2020. Et les tomes 2 et 3 sont attendus également pour 2021. Je vais maintenant lui laisser la parole. Je vous souhaite à tous une très belle conférence. N'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions également tout au long de l'intervention. Patrick y répondra à la fin. Il y a un temps d'échange qui est prévu. Eh bien, Patrick, je vais maintenant vous laisser la parole. Je vous souhaite également à vous une très belle conférence. Je vous remercie, Julie. Bonsoir à tous. Donc, quand l'Australie a failli être française, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Regardez. Ça, c'est la première carte complète des côtes de l'Australie. Elle est parue à Paris, en 1811. Et si vous regardez bien, donc pas en Angleterre, si vous regardez bien, ici, vous voyez Terre Napoléon, en pleine Empire français. Essayez d'imaginer la tête des Anglais. Bien. Ça ne s'est pas très très bien passé. Bon, on va commencer par le commencement. On va revenir un peu en arrière. Nous sommes le 30 mars 1772. Ce jour-là, un certain Louis Alénaud de Saint-Aloirne prend possession de l'Australie au nom du roi Louis XV. Et il le prend possession de façon parfaitement officielle. Alors, juste pour que vous sachiez où il était là. Vous voyez le point rouge là? Il était là. Juste au milieu d'un grand vide, de nulle part. Bon. Qu'est-ce qu'il faisait là? On va y revenir. Il prend possession selon les formes juridiques de l'époque, c'est-à-dire un officier, une salve de mousquet, le drapeau, fleur de lys, et une bouteille qui est enterrée avec un parchemin qui relate le fait que la France a pris possession de l'ensemble de l'Australie et des pièces de monnaie qui sont dans la bouteille. La bouteille en verre étant, à moins qu'elle casse, imputrescible, garantit que le document va être gardé pendant longtemps, et les pièces, bien entendu, servent à dater. On est à Shark Bay, là. Bon, c'est ce qui s'appelle aujourd'hui, enfin, qui s'appelait à l'époque la baie des chiens marins. Qu'est-ce qu'il fichait là, lui? Si vous voulez bien me passer cette expression, parce qu'on est quand même très loin au milieu de nowhere. Comme tout le monde à l'époque, il est à la recherche de la terre de Gonneville. Qu'est-ce que c'est la terre de Gonneville? On est au XVIIIe siècle, on est dans l'âge des Lumières, l'âge de la raison, l'âge des découvertes universelles. Et à cette époque, on est persuadé que dans l'hémisphère sud, il existe une terre qui est aussi grande que les terres émergées de l'hémisphère nord qu'on connaît déjà et qui équilibre le globe.
Et donc, on cherche cette terre de Gonneville qui porte le nom de celui qui aurait été le premier Français à atteindre le Brésil en 1504, selon un récit qui a été écrit un siècle et demi après. Alors, on la cherche, les Français et les Anglais. Les Français envoient un Honfleuret qui s'appelle Bouvier, enfin, il n'est pas Honfleuret, mais bref, il parle. C'est un membre de la Compagnie des Indes. Il part à la destination du Sud en partant de l'Île-de-France. L'Île-de-France, qui est aujourd'hui l'île Maurice et qui appartenait à la France à l'époque, c'était les Mascareignes. Il part vers le sud à la recherche de cette terre de Gonneville. On est en 1738. Et il a à disposition un certain nombre de cartes qui ont été dressées par les cartographes du roi de France. Les cartes, c'est quelque chose qu'on va retrouver du début à la fin de notre histoire. Les cartes, c'est la science, les cartes, c'est aussi la possession. Faire une carte, c'est une capacité de retrouver l'endroit où on était, c'est une capacité de prouver qu'on a été le premier, c'est une capacité de posséder, évidemment. Les cartes de l'époque, si vous regardez bien, Bouvier est parti avec ça. Ça, c'est une mappemonde à l'usage du roi, on est en 1720. Si vous regardez ici, vous avez ce qu'on pensait être l'Australie. C'est-à-dire qu'on pensait qu'il y avait une immense terre qui rejoignait la partie ouest de l'Australie qui avait été plus ou moins aperçue, longée par les Hollandais dans les 2 siècles plus tôt. Si vous regardez ici, elle inclut la Papouasie-Nouvelle-Guinée, elle inclut la Tasmanie, elle inclut la Nouvelle-Zélande, elle inclut même la Nouvelle-Calédonie. C'est une terre immense et on cherche à savoir si par hasard ce ne serait pas cette fameuse terre de Gonneville. Ça explique, quand je vous disais qu'on cherche la terre du Sud, ça explique qu'à cette époque, on a ce genre de carte. Je voulais retourner pour qu'on voit bien l'Australie. Vous voyez l'Australie qui est ici, c'est ce que je vous disais. Vous avez toute la partie qui a déjà été aperçue par les Hollandais et vous avez ce qu'on pense qu'il pourrait être une immense terre. Et vous voyez qu'on n'a pas l'Antarctique, on ne la connaît pas encore, évidemment. Bon. Notre bon vieux Lausier part en 1738. Il aperçoit rapidement, et je vais vous montrer ici son trajet. Voilà, ça c'est la carte qui a été faite quand il est rentré. Ici, le trajet de son bateau, l'Aigle. Il aperçoit les premières banquises, une île qu'il appelle l'île de la Circoncision, autrement dit, il approche de ce qui sera un jour, de ce qui seront un jour les terres australes françaises, les TAF. Il voit une barrière, il est le premier à décrire les icebergs, les manchots, les énormes troupeaux de baleines, et il dit, il y a ici une barrière de glace, et derrière cette barrière de glace, il y a évidemment la terre de Gonneville. Bon. C'est quand même vu comme un échec par les Français, parce qu'il n'a pas découvert cette fameuse terre, il n'a pas débarqué sur une terre. Tout de même, les Français et les Anglais continuent plus ou moins de chercher. On profite des baleiniers, on profite des expéditions marchandes. Souvenez-vous que nous sommes au XVIIIe siècle, nous sommes en plein milieu de la deuxième guerre de 100 ans entre les Français et les Anglais. La France et l'Angleterre ont été en guerre pendant peu ou prou de Louis XIV à Napoléon, avec quelques passages de paix, mais pas beaucoup. La défaite en gros, depuis la défaite de la guerre de succession d'Espagne qui nous a coûté une partie du Canada, et puis en plein milieu de cette guerre permanente, on a le désastre de la guerre de 7 ans. Et le désastre de la guerre de 7 ans nous coûte notre énorme empire colonial. Vous allez voir que c'est un rapport direct avec la recherche de l'Australie. C'était quoi notre empire colonial avant 1763, le traité de Paris qui sanctionne notre défaite totale face à l'Angleterre? Côté ouest, on a une balance est-ouest, vous allez voir. Ça, en bleu, tout ce qui est en bleu, c'était ce qui est encore à nous. Je vous parlais du traité d'Utrecht tout à l'heure. Donc ça, on a perdu en 1713, on a perdu ça. En bleu, le Canada et l'énorme Louisiane. La Louisiane, ce n'est pas évidemment l'État d'aujourd'hui. C'était le pays qui avait été appelé le pays de Louis, bien entendu, et qui s'étend sur à peu près
20 à 22, en totalité ou en partie, 20 à 22 États des États-Unis d'aujourd'hui. Donc ça, c'est des Français en bleu. Ça, ce sont les futures 13 colonies. C'est c'est anglais, pardon. Le réflexe. Et ce sont les futurs, c'est le premier noyau des Américains. Et en orange, ici, vous avez les Espagnols. Pour vous donner une idée, regardez, 1763, avant, tout ce qui est là, en violet, c'est à nous. Les Anglais sont là, les Espagnols sont là. 1763, après, on est où, nous? Wiped out. On a été balayés totalement. Les Français ont été totalement balayés de l'Amérique. Nous n'avons plus rien. Ça, c'est à l'ouest. À l'est, je ne sais pas si vous le saviez, mais l'Inde a été française en très grande partie. Regardez. Tout ce qui est bleu, c'était français ou sous influence française. Ce qui est vert, ce sont les États indépendants, les Maharajas, etc. Et puis, vous voyez les petites taches rouges là, Calcutta, etc. Madras, évidemment. Ce sont les Anglais. Avant. Après. Nous avons aussi été balayés, comme vous pouvez le constater, tout ce qui est rose. C'est pas moi qui ai choisi le rose pour les Anglais. Hein. Bon, c'est pas mes cartes. Tout ce qui est rose, ce sont les Anglais. Vous voyez qu'on a complètement disparu. Tout ce qui est vert, ce sont les États indépendants des Maharajas. Et nous avons nos petits comptoirs. Pour ceux d'entre vous qui, comme moi, ont appris ça à l'école, vous avez Chandernagore, Yanaon, Pondichéry, Caracal, Mahé. Rien. Nous avons été totalement éliminés de toute puissance coloniale. Le ministre principal de Choiseul, le ministre principal de Louis XV, Choiseul, ne le prend pas très bien. Mais nous avons de toute façon perdu notre marine et il relance la présence française sur les mers, mais par le biais des expéditions scientifiques. On est à l'âge des Lumières. Et on repart vers quoi? Eh bien, vers la terre de Gonneville, parce que de toute façon, on ne l'a toujours pas trouvée, cette fameuse terre au sud, là, qui est censée nous équilibrer. Bon. La première expédition importante, c'est l'expédition Kerguelen. Oui, du nom des îles. C'est bien lui. Il part en 1772 vers le sud pour essayer de trouver cette terre. Il arrive à ce qui seront les îles Kerguelen. Il découvre, selon lui, la terre australe. Selon lui. Bon, c'est un immense banc de brume sur lequel on ne voit strictement rien. Un de ses officiers débarque, prend vaguement possession de la terre. Kerguelen était accompagné d'un deuxième navire, ils sont généralement deux dans ces cas-là, un deuxième navire qui est commandé par un certain Saint-Alouarn, dont on en parlait. Bon, ok, on a trouvé une terre, Kerguelen, froidement, repart. Il repart vers la France, il est occupé uniquement par sa gloire, pour prétendre qu'il a découvert la terre de Gonneville et que c'est carrément un nouveau Brésil. Hein. Bon. Et monter une nouvelle expédition, cette fois de colonisation, pour revenir avec des colons. Et il abandonne Saint-Alouarn. Bon, Saint-Alouarn, lui, voyant qu'il est tout seul, rappelez-vous que on n'est pas à une époque où il y a des radios, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas tout ça. Hein. Saint-Alouarn, il est tout seul. Qu'est-ce que je fais? J'ai des ordres. Il a des ordres écrits, les ordres qui ont été donnés au départ du chemin que devait parcourir l'expédition. Et ce chemin, une fois qu'ils étaient descendus vers le sud, devait repartir vers l'est pour aller vers la Nouvelle-Hollande. C'est ainsi qu'on appelait l'Australie à l'époque. Et il y va. Et c'est comme ça que nous retrouvons notre ami Saint-Alouarn qui, discipliné, prend possession de l'Australie au nom de Louis XV. Il est en 1772, il est 2 ans après le premier voyage de Cook, qui était en 1770. La différence majeure, c'était que l'expédition française avait le droit de prendre possession de terres qu'il trouvait, le droit, c'est-à-dire qu'il possédait des passeports autorisés par les autres nations pour prendre possession. Cook, lui, c'était strictement une expédition scientifique, c'est-à-dire que le but du jeu n'était pas de prendre possession, le but du jeu était uniquement d'explorer, regarder, rapporter des éléments scientifiques. Donc en 1770, quand Cook explore Botany Bay, c'est-à-dire le sud de Sydney, il explore, c'est tout. Il constate qu'on peut s'installer et il repart. Bien, on est donc quand même les premiers à prendre, nous, les Français, sommes les premiers à prendre possession de l'Australie, juridiquement. Sauf qu'il manque un petit truc. Et le petit truc, c'est qu'il faut s'installer.
C'est ça la deuxième partie. C'est-à-dire que la première partie, il faut décréter et laisser une trace sur place que le territoire nous appartient. Deuxième partie, il faut s'installer. Or, on ne s'installe pas. Pourquoi? Parce que Saint-Aloine est victime de l'escroquerie de Kerguelen, parce qu'il faut bien appeler ça comme ça. Quand Kerguelen est venu la deuxième fois installer des colons dans ce qui était censé être le Brésil et qu'il les installe aux îles Kerguelen, je n'ai pas besoin de vous dire que planter des plants de tomates au Kerguelen, c'est pas ça. Donc ça ne fonctionne pas du tout. Échec total, il revient, il se retrouve en forteresse, et tout ce qui se rapporte à lui est marqué du sceau du soupçon. Et le pauvre Saint-Aloine, en plus, ne revient pas vivant. D'ailleurs, personne ne reviendra vivant jusqu'à après les guerres napoléoniennes. Donc, il a dicté un rapport, mais personne n'y croit. Et la première fois que la bouteille, pour vous donner une idée, la fameuse bouteille de Saint-Aloine, que voici, ça c'est une photo que j'ai prise au Shipwreck Museum à Fremantle, à côté de Perth, elle a été découverte dans les années 1990 et elle a été explorée, elle a été étudiée par une archéologue du musée de l'Australie de l'Ouest, Myra Stanbury, que j'ai eu le plaisir et l'honneur de la connaître. Elle m'a raconté cette histoire. C'est uniquement dans les années 1990 qu'on a eu la preuve qu'effectivement, avec cette bouteille, Saint-Aloine a débarqué, vous voyez la bouteille, vous voyez les pièces, a débarqué à cet endroit-là et a pris possession de l'Australie. Bon, à peu près au même moment, on est toujours en 1772, il y a une autre expédition qui se balade dans le coin, c'est l'expédition de Marion Dufresne. Ceux d'entre vous qui s'intéressent aux terres australes et antarctiques de France, les TAF, savent que le bateau de liaison s'appelle le Marion Dufresne. Mais il a atteint la Tasmanie en mars 1772, il n'y est pas resté, il est reparti vers la Nouvelle-Zélande, et là, pas de chance, en débarquant, il enfreint un tabou, les Maoris le prennent pas très bien, et il est tué et mangé. Bon, ça laissera de très mauvais souvenirs aux Français qui ne vont pas, aller en Nouvelle-Zélande pendant très très longtemps. Entre-temps, Cook, le grand navigateur par excellence, a prouvé que la terre Gonneville n'existe pas. Il est descendu très 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 bas. Il est descendu en dessous, je ne sais pas si vous imaginez, il est descendu en dessous du 70e parallèle sud. 70e. C'est-à-dire qu'il a dépassé de très très loin le cercle arctique. En fait, il a longé l'Antarctique, le cercle antarctique, pardon. Il a longé l'Antarctique sans le voir. Aujourd'hui, les bateaux de guerre n'osent même pas normalement s'aventurer dans ce coin-là. Ils sont évidemment archi surveillés. S'il se passe quelque chose, on peut aller les chercher. À cette époque, dans un bateau à voile, il est descendu. Bon. La terre de Gonneville n'existe pas. Qu'est-ce qui reste? L'Australie. Et tout le monde, c'est-à-dire les deux superpuissances de l'époque, la France et l'Angleterre, vont commencer à sérieusement s'intéresser au sujet. Et, je regarde quand même mon chrono, et on a nos 3 explorateurs de la monarchie. Je vous ai déjà parlé de Saint-Aloine, qui a donc débarqué ici, et nous allons parler ensemble, dans l'ordre, de la Pérouse, qui est venue se balader du côté de Sydney. Non, attendez, je me regarde moi-même, là. Vous êtes là, vous. De regarder du côté de Sydney, et nous avons d'Entrecasteaux qui est venu, envoyé par le roi et la Convention, chercher la Pérouse et explorer la côte sud. Louis XVI voulait son Cook. Forcément, Louis XVI, vous le savez, était absolument passionné de géographie et d'horloge. Vous savez qu'il y a un rapport direct. Il faut un chronomètre pour calculer une longitude et pour faire une carte. Écrire une carte, on ne peut pas le savoir si on n'a pas la longitude. Et pour calculer la longitude, il faut un chronomètre. Pas de hasard. Alors, la Pérouse est nommée par le roi. Ça, vous connaissez tous cette très célèbre peinture qui est à Versailles, est nommée par le roi pour aller faire le premier tour du monde, le deuxième tour du monde français après Bougainville, et pour ramener le maximum d'informations scientifiques. Ordre formel est donné par Louis XVI de faire de cette expédition une expédition scientifique. Aucune prise de possession. C'est marqué en toutes lettres dans les ordres. En plus, ça permet quand même de ne pas provoquer les Anglais. Ça, c'est la version la plus connue. Allez, je vous le montre. Notre jeune Lapérouse, voilà, un portrait plus jeune. Il était déjà officier de la Rouge. Officier de la Rouge, dans la marine, ça veut dire que c'était les nobles passés par les gardes
les officiers de la Bleue étaient passés en gros par la marine marchande. Donc notre jeune Lapérouse part, il atteint Botany Bay le 26 janvier 1788, c'est-à-dire 10 jours après la First Fleet britannique. Les Anglais ont envoyé une expédition de colonisation sur le rapport de Cook, disant que Botany Bay était un endroit où on pouvait s'installer. Ils ont envoyé une expédition avec 1400 personnes, dont la moitié de déportés, de condamnés, pour créer une colonie pénitentiaire. Cook arrive 10 jours après, donc 8 à 10 jours après. Ça dépend du nombre. La First Fleet est arrivée en plusieurs étapes, en plusieurs bateaux. Bon, on est à 8 mois de mer. Il y a 11 bateaux, il y en a 2 pour les Français. Chaque fois que vous allez en Australie, si vous avez la chance de le faire, ou pour ceux parmi vous qui ont eu la chance de le faire, on vous dit, si la Pérouse était arrivée 8 jours plus tôt, nous aurions été colonisés par les Français. Bon, c'est totalement faux. Pour 2 raisons. La première, je vous l'ai dit, la Pérouse avait des ordres scientifiques, absolument pas de colonisation. La deuxième, très simple, 2 bateaux français, 11 bateaux armés anglais. Je vous fais pas un dessin. Le petit détail quand même qui a vraiment son importance, le tout premier mort blanc connu, le tout premier mort blanc enterré sur la terre australienne est français. C'est le père receveur, donc voici la tombe, à Botany Bay, érigée par Hyacinthe de Bougainville, que nous allons retrouver bientôt. C'est le tout premier blanc enterré sur la terre australienne. C'est un Français. C'est en fait le prêtre de l'expédition de la Pérouse. Right. Donc, nous avons des Français et des Anglais qui arrivent exactement à 8 jours près, à 8 mois de mer de l'Europe, arrivent en même temps. Eh bien, il est temps que je vous présente 2 compétiteurs, on va les appeler comme ça. Les organisateurs des expéditions françaises et anglaises, c'est-à-dire, c'est vraiment les 2 concurrents. Je vous présente Pierre Claret de Fleurieux, né en 1768. C'est quelqu'un qui, la mer, ça le connaît. C'est lui qui a prouvé que les chronomètres de marine français pouvaient fonctionner. Il a été directeur des ports et arsenaux de la marine pendant 15 ans. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui est l'organisateur de tout ce qui navigue dans la marine militaire et civile française. C'est lui qui a organisé la marine française qui a battu les Anglais pendant la guerre d'indépendance américaine. La baie de la Chesapeake, c'est lui qui l'a permis. C'est lui qui a été l'organisateur des expéditions de d'Entrecasteaux, de Baudin et toute cette époque-là. Il a été ministre de la Marine de Louis XVI en 1790. Il a miraculeusement survécu à la terreur. Et il est donc celui qui va nous envoyer nos expéditions françaises en Australie. Ça, c'était à droite, Pierre Claret de Fleurieux. À gauche, Sir Joseph Banks. Volontaire, hein. Vous regardez on sent que... Banks, c'est le botaniste de l'expédition Cook, la première. Il y en a eu 3, je vous rappelle, hein, l'expédition Cook. Il est devenu président de la Royal Society je consulte mes notes, en 1778. Autrement dit, et il est resté 41 ans président de la Royal Society. Autrement dit, c'est l'organisateur des expéditions scientifiques pas militaires, vers partout, mais en particulier vers l'Australie, parce qu'ayant été dans l'expédition Cook, qui a débarqué, qui a exploré Botany Bay, il considère que l'Australie est sa chose. Et c'est lui qui a organisé le débarquement, l'expédition, la préparation, l'expédition, le débarquement de la First Fleet pour créer une colonie pénitentiaire et coloniser l'Australie. C'est son truc, c'est sa chose, il y tient. Et on va voir qu'il y tient vraiment. Nous, de notre côté, nous envoyons, nous étant, vous voyez le réflexe, nous, pardonnez-moi, c'est-à-dire le roi, Louis XVI, rien que ça, et la Convention de concert envoie en 1791 une expédition française vers le Pacifique
pour retrouver la Pérouse qui, comme vous le savez, a disparu. Quand il est parti en 1788 de Botany Bay, la Pérouse, on ne l'a plus jamais revu. La dernière fois qu'on a revu la Pérouse, l'un de nos grands navigateurs, c'était en Australie. On l'envoie donc d'Entrecasteaux sur les traces de cet explorateur. Souvenez-vous que l'un des derniers mots connus de Louis XVI au moment de partir à l'échafaud, ça a été « a-t-on des nouvelles de Monsieur de la Pérouse ?» Est-ce que c'est apocryphe? Est-ce que ça ne l'est pas? Vous savez quoi? J'aime à croire que ça ne l'est pas. Et ce serait tout à fait Louis XVI. Et s'il ne l'a pas prononcé, il l'a certainement pensé. Je reviens d'Entrecasteaux, sinon je perds du temps. Ça, c'est un portrait un peu apocryphe, hein, mais bon, ça vous donne une idée du bonhomme. Il part avec deux navires, la Recherche et l'Espérance. L'Espérance est commandée par un homme qui s'appelle Huon de Kermadec. À bord de cette expédition, qui a donc pour mission de retrouver la Pérouse, mais qui a aussi pour mission de passer par l'Australie et d'explorer les terres, ou plus exactement les côtes, qu'ils vont croiser. Il y a quelqu'un d'absolument exceptionnel, il s'appelle Charles-François Bothand-Beaupré. Charles-François Bothand-Beaupré est le créateur de l'hydrographie moderne. L'hydrographie, c'est-à-dire la création, le dessin scientifique des cartes marines, et en particulier des cartes des côtes, que ce soit les fonds, que ce soit les cartes. Cet homme est génial. Je mesure mon mot, c'est un mot que je n'utilise pas très souvent, c'est « il est génial ». C'est le meilleur cartographe qu'il y ait eu jusqu'à présent de tous les temps. Les Anglais le savent très bien, on va y revenir. Bon, cette expédition passe par l'Australie, elle passe par la côte sud-ouest de l'Australie, elle passe par... Attendez, je vais vous le refaire. Elle passe ici. Voilà, vous suivez mon truc. Elle passe ici et elle explore toutes ces côtes jusqu'à peu près ici, qui sont totalement inconnues. Alors, je vais essayer de retrouver où j'étais tout à l'heure. Voilà. Je vous remets notre ami. Et dresse des cartes extrêmement précises d'un endroit qui était absolument inconnu à l'époque. L'expédition se termine très mal. Les deux officiers, Kermadec puis d'Entrecasteaux, meurent en mer du scorbut. L'expédition arrive à Surabaya, c'est l'Indonésie donc hollandaise, en 1793. Là, tout le monde apprend que le roi a été exécuté et on a une scission entre les officiers royalistes et les scientifiques plutôt révolutionnaires. Je vous le fais en cours, mais c'est à peu près ça, qui aboutit à la dissolution et même la fin absolue de cette expédition qui n'a pas pu rentrer. Les bateaux sont vendus parce que les Hollandais présentent l'addition aux Français de l'assistance qu'ils leur ont donnée. Donc il faut vendre les bateaux pour pouvoir payer l'addition. Les scientifiques rentrent de leur côté et comme par hasard, tout à fait par hasard bien entendu, quand ils rentrent, Je me suis pas perdu? Non, je ne me suis pas perdu. Quand ils rentrent, les scientifiques qui sont comme passagers sur un bateau, avec leur collection et les cartes de Bothand-Beaupré, sont interceptés par les Anglais. Faits prisonniers, on est toujours en guerre, hein, faits prisonniers, emmenés en Angleterre. Banks, que je vous ai présenté tout à l'heure, qui avait signé le passeport autorisant cette expédition à pouvoir faire son travail sans être inquiété par les bateaux anglais, rend très vite, au nom de l'Université de la Science, rend très vite la liberté aux Français, leur rend leur collection, leur rend leurs cartes. Sauf que il a pris la précaution de faire recopier très précisément ces cartes totalement insurpassables à l'époque. On va les revoir, ces cartes, parce qu'ils vont l'utiliser. Très bien. Les Anglais commencent à se dire que les Français sont quand même très présents. Beaucoup trop présents en Australie. Et donc, on a un jeune officier, le voici, je vous présente le jeune officier, le jeune lieutenant Matthew Flinders, qui est chargé, enfin qui se charge tout seul d'ailleurs, d'explorer au départ en 1795 les côtes autour de Sydney, et qui en 1798 fait le tour de la Tasmanie, et prouve que la Tasmanie est une île différenciée, complètement détachée de l'Australie. Vous vous souvenez des premières cartes que je vous avais montrées. Il est remarqué par Banks, et Banks le garde en tête quand Bonaparte arrive au pouvoir en novembre, c'est le coup d'État du 18 Brumaire, en novembre 1799. Et Bonaparte a des vues sur les colonies.
Il a une vision de ce qui doit être les colonies, une vision de ce que doit être la relation avec l'Angleterre. Ça fait 100 ans qu'on est en guerre, ça fait 1000 ans qu'on est en guerre avec les Anglais, bon, 800 ans. Il veut non plus entrer en guerre physique contre les Anglais, mais il veut concurrencer l'Angleterre sur le plan commercial. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Deux choses. Un, des colonies, celles qu'on a perdues. Deux, une marine. Alors, Bonaparte regarde ce qui se passe. On est en 1800, on est un mois après qu'il a pris le pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? On a à l'ouest deux endroits, Saint-Domingue et la Louisiane. Saint-Domingue comme pied-à-terre, disons comme relais, pour aller vers la Louisiane. Donc, pardon, je suis en train de dessiner un écran que vous ne voyez pas. Saint-Domingue, ici, qui est évidemment, quand on débarque de là, hop, plaf, on s'arrête là et on va vers la Louisiane. Saint-Domingue, c'est l'île à sucre, qui est totalement richissime. Elle est retournée à la France depuis le traité de depuis le traité de Bâle, pardon, en 1796. L'Espagne nous a rendu l'ensemble de Saint-Domingue, c'est-à-dire l'actuel Haïti et Saint-Domingue. Cette île est tellement riche qu'elle produit plus de sucre à elle seule que l'ensemble des Caraïbes. C'est une cornucopia, ça fait cuisse que je viens de faire, une corne d'abondance. Et elle est l'accès à la Louisiane. Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'on avait perdu la Louisiane en 1763, sauf que Bonaparte, qu'est-ce qu'il a fait? Un mois et demi après être rentré au pouvoir, Bonaparte s'est fait réattribuer la Louisiane par les Espagnols. J'ai bien dit, s'est fait réattribuer. Il leur a pas demandé leur avis. Il a dit, je récupère, c'est le traité de San Ildefonso de 1800. La Louisiane est à nouveau française. Et la Louisiane, c'est quand même ça. Bon. Très bien, ça c'est l'Ouest. Qu'est-ce qu'on a à l'Est? Il réfléchit. On a perdu l'Inde, définitivement. Oui, Bonaparte a pensé à l'Inde quand il était en Égypte. Oui, il y a eu un plan pour récupérer l'Inde et examiner avec Paul Ier, le tsar, en 1800. Il y a même eu des troupes russes qui sont parties. Non, jamais Bonaparte n'a pensé à ça. En revanche, il sait très bien qu'il y a l'immense Australie, Nouvelle-Hollande, qui n'a pas encore été comment dirais-je, explorée. Et donc, il se dit, pourquoi pas? Pourquoi pas d'autant plus que la France possède les Mascareignes, possède l'île Maurice, l'île de France, aujourd'hui l'île Maurice, possède l'île Bourbon, aujourd'hui la Réunion, et possède les Seychelles. Donc, on a, exactement comme à l'ouest, nous avons Saint-Domingue, à l'est, nous avons ce marchepied qui peut nous permettre d'aller vers cette immense terre. Il y a quoi dans cette terre? On n'en sait rien. Bonaparte, en bon militaire, envoie une reconnaissance. Et cette reconnaissance, elle est confiée au capitaine Baudin, qui n'est pas un inconnu à l'époque. Il a déjà, en matière d'exploration scientifique, il a déjà rempli la moitié du Muséum d'histoire naturelle à la suite d'une expédition scientifique à Porto Rico, au point d'ailleurs qu'il a fait partie du défilé de la fête de la liberté en juillet 1798, dans laquelle on présentait le fruit des pillages, oh pardon, je ne l'ai pas dit, le fruit des victoires de Napoléon en Italie et les spécimens qui ont été ramenés de Porto Rico par Nicolas Baudin. Soit dit en passant, voici son buste au Havre. Donc on lui confie la mission d'aller explorer l'Australie. En particulier d'aller explorer les côtes sud en suivant ce qu'a fait d'Entrecasteaux et en continuant vers les terres qui n'avaient pas encore été explorées par d'Entrecasteaux sur les côtes sud en allant vers l'est, en faisant une exploration de la Tasmanie, soit dit en passant avec un petit mot au passage dans les ordres, vérifiez donc si les Anglais s'y sont installés ou pas, mais avec un ordre formel. C'est une expédition scientifique, interdiction de toute forme de provocation avec les Anglais, interdiction même de les rencontrer. Donc interdiction d'aller avec Hassim. Le géographe et le naturaliste partent en 1800. Les Anglais, Banks, accordent le passeport et s'étranglent. Banks se dit c'est pas possible, ça peut pas. Connaissant Bonaparte, c'est pas possible, ça peut pas être juste scientifique. Et il envoie d'urgence des expéditions pour essayer de doubler les Français, d'aller plus vite que les Français. Donc il y a des expéditions qui partent de Sydney, qui remontent la côte sud vers l'ouest, Grant et Murray, et nous avons notre ami Flinders. Vous vous souvenez, le petit Flinders? Eh bien on l'envoie
suivre l'expédition de Baudin pour essayer de le doubler, d'aller plus vite. Il se trouve que Baudin est retardé à l'île Maurice, à l'île de France à l'époque, et notre ami Flinders le double, effectivement. Pourquoi? Parce que ici, vous avez l'itinéraire de Baudin qui arrive le 27 mai 1801 au Cap Levine. Il avait l'ordre notamment de continuer là, pour à peu près à partir de là, explorer des côtes inconnues. Mais on est en plein hiver, là. Et à cet endroit, en plein hiver, en voilier, on ne joue pas. L'autre partie de ses ordres étant d'explorer la côte ouest, il inverse. N'oubliez pas qu'il ne sait pas qu'il a des expéditions derrière lui et qu'il a des expéditions devant lui. Donc il inverse, il monte le long, il explore la côte ouest, avec difficulté d'ailleurs. Et nous avons Flinders tout droit là, hop, qui lui arrive, il est 6 mois derrière, 8 mois derrière, qui arrive le 6 décembre 1801 au Cap Levine, c'est-à-dire en plein été. Lui, la voie est libre, et il y va. Ce qui devait arriver, arriva. Ce que je vous montre ici, c'est Encounter Bay. Encounter Bay, c'est une date très importante, c'est le 8 avril 1802. Ce jour-là, vous avez ici Baudin. Baudin, alors quand il a fait ça, juste pour que vous sachiez, quand il a fait ça, il est remonté jusqu'à Timor, puis il est redescendu. Ensuite, il a fait ça directement. Il est remonté autour de la Tasmanie qu'il a exploré, et il est remonté pour suivre ses ordres, c'est-à-dire normalement explorer ça. Sauf que, comme je vous l'ai montré, Flinders, lui, était déjà là. Et tout ce bon monde se rencontre là. La baie de la rencontre, 8 avril 1802. C'est une date très importante parce que c'est la fin des explorations scientifiques de l'ère des Lumières. C'est la dernière. À partir de là, toutes les côtes habitées ont été explorées. À partir de là, on aura d'abord les guerres napoléoniennes et ensuite on sera plus dans une mentalité colonialiste et non plus de l'ère des Lumières, mais de l'âge industriel, de la révolution industrielle. Donc ils se rencontrent là, c'est un choc atroce pour les Français. Atroce parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient là. Ils découvrent qu'ils ont échoué. C'est fini, ça y est. Flinders s'est passé le premier. Et déjà que ça se passait très très mal entre Baudin, qui est un homme assez sec, allez, on va dire ça comme ça, et ses officiers, qui étaient des petits prétentieux pour beaucoup, et ces scientifiques qui de toute façon sont comme d'habitude dans cet antagonisme qui existe pratiquement systématiquement à cette époque-là entre les scientifiques et les militaires, ça se passe très mal. En tout cas, voilà Flinders et Baudin qui se rencontrent. Petite anecdote, je vais faire vite quand même, petite anecdote, Baudin rend visite à Flinders, bien sûr, courtoisie, à bord. Flinders lui montre ses cartes. Et Baudin ne parlait pas anglais, Flinders ne parlait pas encore français. Le truchement est fait par le botaniste de bord, Brown, et Baudin fait une remarque sur la très piètre qualité des cartes que lui montre Flinders. Ce qu'il ignorait, il ignorait deux choses. La première, c'est que Flinders était l'auteur des cartes en question. Flinders est un excellent cartographe. La deuxième, c'est que les Anglais et les Français ont deux façons très différentes de dresser les cartes et de dresser les dessins. Nous, on les fait live. En même temps qu'on on explore, on fait les cartes, on fait les dessins, on a les couleurs à bord. Donc le produit fini, il est fait à bord. Les Anglais ont fait des brouillons. On n'a même pas de couleurs à bord, on a des codes couleurs qui sont des chiffres qui sont écrits, et on dresse les cartes et les dessins après être rentrés tranquillement au sec. Donc déjà, bon, c'est moyen. La deuxième, ce qu'il ignorait, c'est que ce qu'il était en train de regarder, c'était des brouillons de cartes qui n'étaient que des compliments des cartes de Beautemps-Beaupré. Vous savez, ces fameuses cartes françaises de Beautemps-Beaupré, qui avaient été copiées par les soins de Banks et qui avaient été évidemment données à Flinders, parce que c'était les meilleurs qui soient pour explorer le sud de l'Australie. Eh bien là, nous sommes battus. Nous sommes battus. Bon, l'expédition se continue, mais bon, l'expédition française repasse par Sydney parce qu'elle est en très très mauvais état. On passe 5 mois à Sydney. Et pendant ces 5 mois à Sydney, on commence à regarder. Bon, il y a une amitié qui se coud entre le gouverneur King et Baudin. Il y a un nouveau choc
c'est que Sydney était totalement inconnue. La seule expédition non anglaise qui était arrivée là, c'était Malaspina, un Espagnol, il y a quelques années, et c'était resté complètement secret. Et il découvre que la colonie fonctionne très bien, et qu'elle est donc un danger dans le Pacifique. Elle est capable de tenir le Pacifique depuis cet endroit-là. Alors, réflexe des officiers et des scientifiques qui sont des révolutionnaires, on espionne. On l'espionne, on regarde, on crée des dessins, on relève, on fait des plans, sans que les Anglais réagissent. C'est d'ailleurs assez intéressant. L'expédition repart, elle s'arrête à l'île King, qui est... alors, l'île King, elle est là, tenez, c'est celle-ci là. Elle s'arrête à l'île King, qui est au milieu du détroit de Bass. Les Anglais le prennent extrêmement mal. King envoie immédiatement, le gouverneur King envoie immédiatement un bateau, et bien que c'était son ami, il lui enjoint de ficher le camp dans la minute, littéralement. Pourquoi? Parce que, imaginez les Anglais découvrant, eux ils sont installés là, Sydney est là, imaginez les Français installés ici, donc barre le détroit de Bass, et ici, sur la côte ouest de la Tasmanie. Eh bien, Sydney est coupé de l'Inde. L'horreur pour les Anglais. Fichez-moi le camp. Bon. Baudin envoie une lettre, une très belle lettre. Je n'ai pas le temps de vous lire, une lettre absolument magnifique. Il est totalement mourant. Il est atteint de tuberculose. Il pense de très très haut. Il envoie une très 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 belle lettre à King peut-être que je vous raconterai à un autre moment. Et puis il s'en va, il rentre, il meurt à l'île Maurice, encore une fois. Et le reste de son équipage, et notamment Perron, qui est son scientifique, et Freycinet, qui est Louis de Freycinet, qui est l'un de ses officiers, soumettent un plan. C'est la 33, donc c'est celle-ci. Soumettent un plan au gouverneur de Caen, à l'île Maurice, pour l'envoyer à Napoléon. Plan que voici. Voici le plan de Sydney. Le moindre détail s'y trouve. Le moindre détail. La moindre baraque, les infrastructures, tout. Et Perron écrit tranquillement un plan d'invasion de Sydney pour virer les Anglais, qui est, bon ça c'est la version publique, il y a une version militaire en noir et blanc, qui est étudiée très attentivement par Decamps qui l'envoie en France. Bon, Bonaparte entre-temps a laissé tomber évidemment toute possibilité coloniale, Trafalgar est passé par là, la catastrophe de Saint-Domingue est passée par là, mais comme vous pouvez le voir, il y a bel et bien eu un plan d'invasion de Sydney, agréé par un officier supérieur français, le gouverneur général de Caen, pour dégager les Anglais et s'installer à leur place. Bon. Vous allez me poser une question, enfin je crois. Pourquoi les Anglais nous ont laissé espionner? Parce que c'est pas un petit téléphone, c'est pas un petit appareil photo dissimulé dans un bouton de manchette. On n'est pas James Bond. Vous avez les scientifiques qui s'asseyent et les dessinateurs qui longuement prennent le dessin et King qui les laisse faire. Pourquoi? Ça, c'est la subtilité anglaise. Je commence à prendre du retard. C'est la subtilité anglaise à double tranchant et c'est le billard à 3 bandes, très anglais. Première chose, c'est la dissuasion. C'est-à-dire que King les laisse faire et même fait un recensement et leur donne les chiffres exacts du nombre de soldats et d'habitants de la colonie pour leur dire quelque chose comme « essayez pour voir ». On n'est pas trois pouilleux dans un truc poussiéreux. On est installé. Nous sommes riches, nous avons les moyens, nous avons des hommes, nous avons des armes. Venez voir, essayez pour voir. Première chose. Deuxième chose, c'est Banks. Banks est très critiqué parce que la colonie coûte extrêmement cher et rapporte pour l'instant très très peu. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse les Français démontrer publiquement que Sydney et la colonie pénitentiaire est un danger pour eux. Et si c'est les Français qui disent que c'est un danger pour l'Angleterre, et pas Banks, bien entendu, ça va être reçu complètement différemment par l'opinion publique et par le Parlement. C'est exactement ce qui s'est passé. Bon. Quand il rentre, vous avez vu tout à l'heure la première carte que je vous ai montrée avec la Terre Napoléon. Quand l'expédition rentre, Baudin est mort, il est effacé des mémoires. Napoléon ne pense plus du tout aux colonies parce que de toute façon, ça n'est plus possible, il n'y a plus de marine. Et puis c'est
Il est inversé, c'est-à-dire c'est d'abord les terres et le blocus, mais paraît en 1811 l'atlas de l'expédition Baudin, et vous trouvez ici tranquillement les terres Napoléon, le golfe Bonaparte et le golfe Joséphine, ce qui était une escroquerie pure et dure. Vous imaginez la tête des Anglais qui le prennent assez mal, on est en 1811. Pourquoi je dis que c'est une escroquerie pure et dure? Parce que, je vais vous montrer ça, je crois que c'est celle-là, oui, a le droit de nommer un endroit celui qui a été le premier à l'explorer. Voici Grant et Murray, les Anglais venus de Sydney qui ont exploré cette partie-là. Voici Flinders qui a exploré cette partie-ci, le premier. Là, le golfe Bonaparte, là, le golfe Joséphine, c'est-à-dire le golfe Spencer et le golfe Saint-Vincent, ce sont des amiraux. Et voici ce que Baudin peut prétendre. Ça ne se passe pas très bien. Et ce qui est dommage, c'est que du coup, les Anglais qui ont gagné la guerre napoléonienne ont éliminé tous les noms français de la côte parce que, notamment, les Français n'ont pas été fair avec les Anglais, alors que Cook, lui, l'avait été. Bon. Cette expédition est un succès scientifique absolument extraordinaire. On a plus de 100 000 espèces qui ont été ramenées, plus de 2500 espèces complètement nouvelles, 10 fois ce qu'a ramené Cook. Tous les mimosas, tous les eucalyptus que vous avez aujourd'hui en France viennent de l'expédition Baudin et ont été acclimatés par Joséphine elle-même à la Grande Malmaison. Bon, ok, on a perdu, on a été viré, l'Australie est perdue pour nous. Ah oui? Ah non. Louis XVIII est devenu le roi de France et Louis XVIII a une grande idée de la grandeur de la France, comme disait l'autre grand. Bon. Il est associé de près avec Napoléon. Il a l'intention de restaurer la grandeur de la France, et en particulier sur les mers. Il est quand même et le descendant direct de Louis XIV, grandeur de la France, et le frère de Louis XVI, la marine de Louis XVI qui a battu les Anglais. Alors il envoie des expéditions successives. La première, c'est Freycinet, qui est parti. Alors Freycinet, je vous rappelle, 1817, c'est une expédition purement scientifique. Freycinet, c'était un officier de Baudin. Et donc, il est envoyé pour faire une circumnavigation 1817-1820. Évidemment, il passe par l'Australie. Évidemment. Il s'arrête, il passe le long de la côte ouest qu'il connaît très bien. Il la regarde de près. Tiens, il n'y a toujours personne. Il s'arrête à Sydney. Il est très bien reçu. Pas de problème, etc. Il rentre. Enfin, il rentre. Au passage, son bateau a coulé du côté des Malouines. Mais bon, et il réussit à rentrer. Deuxième expédition, c'est ce petit gamin-là. Ce petit gamin, c'est Hyacinthe de Bougainville. Non, il y a eu Duperrey avant, pardon. On a l'expédition de Duperrey, on est en 1822. Le second Duperrey est un certain Jules Dumont d'Urville qu'on va retrouver. À bord, il y a un certain Porret qui regarde de près à quoi ressemble une colonie pénitentiaire. Encore une fois, 1822-1825, on repasse le long de l'Australie, on re-regarde, tiens, il n'y a toujours personne à l'ouest. Il rentre en 1825, c'est une expédition scientifique qui se passe très bien, et très très grand succès scientifique. Bon, c'est aussi la dernière expédition scientifique, parce que là, Louis XVIII passe à la vitesse supérieure, et on passe aux politiques, et c'est Hyacinthe. Hyacinthe de Bougainville, le fils du grand Bougainville, hein, Louis-Antoine, le jeune aspirant de l'expédition Baudin, d'ailleurs fort mal noté par Baudin, lui, c'était une expédition purement politique. Il a l'ordre de montrer le drapeau tout autour du monde. Encore un qui repasse le long de l'Australie, qui revient encore une fois en Tasmanie et à Sydney, qui écrit très clairement qu'il regrette qu'on ait perdu Maurice et que, diantre, on pourrait très bien prendre Sydney si on le voulait. Mais pourquoi prendre Sydney, écrit-il, puisqu'elle est déjà là? Autant en faire exactement la même chose, répliquer ailleurs. Ailleurs où ça? À l'ouest. Il n'y a toujours personne à l'ouest. Installons-nous à l'ouest. Et c'est entendu par le gouvernement, par le roi, par le Parlement. Et on est 1824, 1825, 1827. Bien. Il appelle ça un vif mouvement de dépit en pensant que ce point. Bon, bref. Il insiste. C'est Hyacinthe qui fait construire le mémorial de la Pérouse à Botany Bay. Je vous ai montré tout à l'heure la tombe du père receveur. Ça, c'est le mémorial de la Pérouse.
Vous voyez que c'est pas, il y a une colonne hein, qui est pas très loin, mais enfin, vous voyez que c'est pas une petite borne. Hein. Il y a déjà on est à 100 km au sud de Sydney. Il y a déjà quand même une affirmation. Bon. Selon lui, la Nouvelle-Galles du Sud est un chef-d'œuvre de colonisation. Faisons la même chose à l'ouest. Reçu, disent les autorités françaises, et on envoie du Perret avec la coquille, le navire La Coquille, l'astrolabe, théoriquement à la recherche de la Pérouse, parce qu'on commence à savoir qu'il a coulé à Vanikoro. Alors on envoie une expédition française retrouver la Pérouse. Et moi, c'est ce que j'appelle les deux expéditions espionnes, les deux explorateurs espions, Hyacinthe et comment dirais-je, Dumont d'Urville. Il est envoyé donc pour rechercher les traces de la Pérouse. Hyacinthe a clairement montré on peut y aller, ça vaut le coup, et les ordres secrets de Dumont d'Urville sont explorer King George Sound. King George Sound, c'est là, à peu près. Explorer cet endroit et voyez si on peut s'installer. Et ben, il y va, il regarde, et clairement, oui. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, et on est en 1827, à ce moment-là, il est clair que la France a décidé de s'installer et que Dumont d'Urville a montré que c'était tout à fait possible. Pourquoi il l'a montré? Parce qu'il y a de l'eau, c'est ce que vous voyez ici, c'est une égade, c'est l'une des choses les plus importantes, ça c'est un dessin de l'expédition. Il y a une rade dans laquelle on peut s'installer confortablement, et il y a des indigènes, comme vous voyez, alors là, la photo de propagande, c'est une photo littéralement de propagande, je n'exagère pas. On se croirait là littéralement au bois de Boulogne, on se trimballe tranquillement, et vous avez les gentils sauvages, autrement dit, parce qu'on a quand même des mauvais souvenirs, autrement dit, là, les naturels ne nous feront pas des ennuis. Ok, on s'installe. Donc il repart, et il repart tranquillement en 1826, après avoir exploré cette baie, en se disant, très bien, on va venir, quand je serai rentré, on va s'installer. Les Français ont juste oublié un petit quelque chose, ce sont les Anglais. Les Anglais nous ont vus venir avec nos gros sabots depuis un gros moment. Et dès mars 1826, ordre a été donné à Sydney d'occuper King George Sound. Et donc, vous avez, donc Dumont d'Urville passe là, et vous avez le 25 décembre 1826, un certain Edmund Locke, qui est envoyé de Sydney, qui débarque en urgence, très peu de temps après, un mois après le départ de Dumont d'Urville, qui va donc vers Vanikoro, il ne sera pas rentré donc avant un an en France, s'installe. Le 25 décembre, débarque à King George Sound, l'actuelle Albanie, et en janvier, le 26 janvier, je crois, si je me souviens bien, 1827, plante le drapeau et déclare que l'ensemble de l'Australie, tout le continent, est anglais. Out les Français, définitivement. Bon. Voilà, on a essayé. On a perdu. Nous ne nous installerons pas, et pourtant, on a été vraiment très très près. C'est un petit jeu qui va continuer pendant quelques temps en Nouvelle-Zélande, à 8 mois de mer, à quelques jours près, une expédition française avec des convicts à bord, des prisonniers à bord débarque à Karoa en Nouvelle-Zélande au sud de Christchurch. Juste avant, les Anglais ont signé un traité avec les Maoris pour prendre possession de la Nouvelle-Zélande. La France s'empare des Marquises et de Tahiti pour les garder. Cette fois, pour une fois qu'on n'a pas perdu. Mais bon, en gros, qu'est-ce qui nous reste? Je vais vous faire un petit cadeau. Cette carte est totalement inconnue. C'est une carte que j'ai découverte à la BNF il y a quelques années grâce au directeur des cartes et plans de la BNF de l'époque. J'ai vérifié avec le directeur des cartes de la National Library à Canberra, Martin Woods, qu'elle était totalement inconnue. C'est une carte qui a été dessinée par Alphonse de Fleurieux, le descendant de Claret de Fleurieux, l'organisateur des expéditions de d'Entrecasteaux, de Baudin, etc. Ce que vous avez en rouge, c'est écrit de sa main. Ce sont les noms français qui ont été évidemment évacués par les Anglais du fait de l'escroquerie, il faut bien appeler ça comme ça, de Perron et Fraissinet. Mais lui estime que ces noms sont quand même dus, puisqu'effectivement, à cet endroit précis, ce sont les Français qui sont venus les premiers. Il se trouve qu'en 1910, date de cette carte, l'Australie est en train de créer sa capitale, Canberra. Vous avez Melbourne et Sydney qui n'arrivent pas à tomber d'accord pour savoir laquelle sera la capitale.
évidemment. Donc, on crée une capitale ex nihilo, au milieu de nulle part, à équidistance des deux, Canberra. Ce qui signifie qu'on refait les cartes. Eh bien, Alphonse débarque tranquillement avec sa carte sous le bras, ses cartes sous le bras, il y en a plusieurs, en 1910, montre ça aux autorités australiennes en demandant ces noms-là appartiennent à Baudin, à d'Entrecasteaux. On doit les remettre tels qu'ils étaient et enlever les noms anglais. Eh bien, ils gagnent. Pour beaucoup de noms, ils gagnent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et c'est l'héritage de l'immense histoire que je viens de vous raconter, je suis désolé, j'étais un peu long, mais vous imaginez que c'est extrêmement dense. Cet héritage, c'est un peu plus de 450 noms français qui parsèment les côtes australiennes. Et j'ai le plaisir de vous présenter, je ne l'ai jamais présenté en public, vous êtes vraiment les premiers. C'est un cadeau que je vous fais. Normalement, j'aurais dû le présenter en Australie, mais un certain virus, on a décidé autrement, donc je le ferai l'année prochaine. Voici cette carte qui montre l'origine de ces noms qui existent toujours. Je vous ai assez saoulé. Maintenant, c'est à vous. Posez-moi vos questions. Alors, il y en a partout. Donc, Julie, au secours, est-ce que vous pouvez me faire un petit peu de tri et me dire qu'est-ce que je réponds à qui? Pourquoi l'Australie s'appelle-t-elle Nouvelle-Hollande si elle a été conquise par les Anglais? Alors, elle s'appelle Bonne question, bien sûr. Elle s'appelle Nouvelle-Hollande parce que 2 siècles plus tôt, ce sont les Hollandais qui sont venus les premiers se balader dans le coin. Alors, se balader, vous imaginez, on est dans les années 1500 et 1600. Se balader, c'est pas rien. Et si vous vous souvenez bien, les Hollandais ont découvert les îles Aépis, c'est-à-dire l'Indonésie, qui est au nord de l'Australie. La Tasmanie s'appelle comme ça parce que c'est Abel Tasman, un Hollandais, qui la première fois est venu jusque-là. Et alors jusque-là, à cette époque, c'était quand même fabuleux. Venir regarder ces côtes-là. Et c'est pour ça que ça s'appelle la Nouvelle-Hollande, tout simplement. Et c'est resté, alors vous avez raison, ce nom est resté pendant très très longtemps. Le nom Australie est un nom qui a été proposé par Flinders, refusé par les Anglais, par le gouvernement anglais. Flinders est mort en 1814. Je n'ai pas le temps de vous raconter comment, c'est assez poignant. Et ça n'a été appelé Australie que bien plus tard. Ça a été appelé pendant quelque temps Terre australe. Pour nous, c'était la Nouvelle-Hollande. La terre anglaise a été pendant très longtemps New South Wales, Nouvelle-Galles du Sud. Merci Manon. Sonia, est-ce qu'il y avait des conflits avec les aborigènes? Excellente question, Sonia. Français non, anglais oui. Français non. L'expédition Baudin a été la première expédition ethnographique, anthropologique de l'histoire. C'est-à-dire, c'est la première fois que le sauvage au sens 18e siècle, hein, comprenez-moi bien, c'est comme ça qu'on les appelait, donc le naturel, si vous voulez. Mais à l'époque, on écrivait sauvage. Est devenu un objet de science. On a créé l'anthropologie et non plus un objet de curiosité, comme auparavant. Donc, ça veut dire qu'une science, c'était avec une méthodologie. L'expédition Baudin est la première à être partie avec une méthodologie scientifique, les considérations de Gérandeau, qui déterminait comment étudier les indigènes et notamment comment leur parler, interagir. On n'avait pas de langage. Alors, comment on fait? Et notamment, on essaye danser avec eux, le langage du corps. Danser, voyez ce qui se passe, etc., etc. Donc les Anglais, les Français, non. Et il y a une très belle histoire que je n'ai pas eu le temps de vous raconter, mais les Anglais, eux, ça s'est très mal passé. En Tasmanie, par exemple, les Anglais se sont livrés au premier grand génocide de l'histoire avec une extermination systématique des aborigènes. La dernière noire est morte en 1854 en Tasmanie. Et les descendants des aborigènes en Tasmanie, qui sont blonds aux yeux bleus, parce que les Anglais ont croisé de force les femmes tasmaniennes avec des convicts irlandais, ont redécouvert leur tradition par les écrits et les dessins que je n'ai pas eu le temps de vous montrer, c'est dommage, je pourrais vous les montrer dans une autre conférence, les magnifiques dessins des expéditions d'Entrecasteaux et Baudin. Et ils ont redécouvert complètement, grâce à ça, à partir des années 90-2000, c'est-à-dire au moment de la Renaissance et de la culture aborigène en Australie. Les Anglais se sont comportés différemment des Français, on va dire ça gentiment. S'il y a un Anglais dans la salle, il a le droit de me contredire. Voilà. Jean-Luc, des images des bateaux? Oui, mais là, on n'a pas le temps. Oui, mais là, on n'a pas le temps. Je suppose que vous aurez accès, j'imagine, Julie, que les gens qui le souhaitent auront accès en tout cas, je vous en donne l'autorisation, à mon email et à mon Facebook. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à m'envoyer un email et je vous les enverrai. Ah ah ah. Bravo.
J'ai tellement envie de vous lire cette lettre magnifique de... Non, non, vous n'avez pas le temps, vous allez m'en vouloir. C'est la question qu'a posée Baudin à King. Il n'a pas posé la question, il a donné la réponse. Baudin, je vous le disais, il était mourant. C'était vraiment un homme des Lumières. Et il a écrit une lettre mais merveilleuse à King. Encore une fois, si vous m'envoyez un email, je vous enverrai le texte. Il lui a écrit que nous n'avons pas le droit, nous occidentaux, ni vous ni moi, ni votre nation ni la mienne, nous n'avons pas le droit de nous approprier des territoires où vous étiez là avant. Commençons par éduquer les gens chez nous. Alors ici, vous savez, comme sauvages, il cite les Écossais ou les Bas-Bretons. J'espère qu'il n'y a pas de Nantais dans la salle. Commençons par nous occuper des Écossais, des Bas-Bretons, et on s'occupera des indigènes plus tard. Nous n'avons aucun droit de nous approprier des terres où ils étaient là avant nous. C'est vraiment une lettre magnifique. C'est le droit de disposer des peuples en décembre 1804, vous vous rendez compte avec quelle avance il avait cet homme. Évidemment, il suffit de voir ce qu'ont fait Péron et Freycinet pour que ça n'ait pas été écouté. Et donc, on s'est approprié une colonie, point barre. Les Anglais d'abord, et puis nous, on a voulu en faire autant, on a échoué. De peu, on a échoué de peu. Est-ce que les Chinois ont découvert? Non. La réponse est rapide. Il n'y a aucun descendant des colons français en Australie, il n'y a pas eu de colons français en Australie. La réponse est rapide. Eh oui, on ne s'est pas installé, il n'y a pas eu de colons français en Australie. Et alors, si vous me demandez si des navigateurs ont engendré des descendants avec peut-être des aborigènes ou autres, non. Enfin, je n'en ai aucune espèce de connaissance, je ne crois pas qu'il y ait des connaissances, donc non. La date de la découverte de la bouteille, c'est dans les années 90, il faudrait que je précise, 90-92, 1900, 90-92. Et le principe, comme je vous le disais, c'est quand on prend possession d'une terre à cette époque, juridiquement, enfin, reconnu entre nations, la façon de faire, c'est on tire les coups de mousquet, on déclare que la guerre, pas loin, que la terre appartient au roi que l'on représente, on plante un drapeau, et on laisse comme trace une fois qu'on repart, parce qu'on est très très loin, donc de toute façon on sait que pendant des années il ne va rien se passer, on laisse une bouteille en verre parce que la bouteille est imputrescible, donc si on l'enterre normalement elle garde ce qu'il y a dedans. Dedans on met le parchemin dans lequel est écrit tel jour j'ai pris possession d'eux au nom du roi, et on met des pièces, les pièces étant datées, et donc elles permettent de dater le passage de celui qui a planté cette bouteille-là. Et donc comme on ne l'a pas cru, personne ne l'a cherché. Comme on n'a pas cru Saint-Aloire dans l'occurrence, personne n'a cherché cette bouteille, sauf les archéologues australiens du musée d'Australie de l'Ouest, qui l'ont découvert en 1990-12, maximum. Pourquoi le golfe s'appelle Joseph? Non, le golfe s'appelle Bonaparte. Non, Bonaparte. Ou enfin Jérôme dans la marine, on va pas insister trop. Non, par contre, il y a une terre Joseph, il y a une terre Louis, qui sont pas loin, je ne vous les ai pas montrées, mais pas très loin, il y a une terre Joseph et une terre Louis. Non, c'est le golfe Bonaparte, hein, c'est le golfe Napoléon, en gros. Bon. Et vous avez le golfe Joséphine. Je vous livre une petite anecdote, j'ai pas eu le temps, mais quand Freycinet a dessiné cette carte, le jeune lieutenant, parfaitement détesté de Baudin et détestant parfaitement Baudin, a dessiné cette carte, entre autres pour nuire à Baudin. Il avait dessiné la terre, le golfe Joséphine, le plus petit, qui est aujourd'hui le golfe Saint-Vincent. Sauf qu'au moment où il a dessiné, on est vers les 1805, 6, 7, et quand c'est paru en 1811, entre les deux, Joséphine a été, comme vous le savez, elle n'était plus l'impératrice, c'est Marie-Louise qui est devenue impératrice. Complètement affolée, Freycinet a demandé en urgence à pouvoir changer le nom Golfe Joséphine en Golfe Marie-Louise. Cette carte est immense, et la plaque de cuivre qui a servi à la faire fait plus de 2 mètres. J'ai eu la chance de participer à l'organisation du prêt de cette planche qui est au musée de la Marine, le prêt de cette planche de cuivre au musée australien pour elle est quelque part par là, une exposition des Art of Science qui a eu lieu pendant 2 ans en Australie, 2016-2019, quelque chose comme ça. Eh bien, Bonaparte, il a dit non, c'est trop cher. Ça ne m'intéresse pas de toute façon, donc c'est trop cher. On ne va pas redessiner la plaque, ça coûte une fortune. Et de toute façon, comme vous le savez parfaitement, Bonaparte était toujours amoureux de Joséphine. Il était d'ailleurs aussi amoureux de Marie-Louise. Les deux sont pas. Bref, nous, non, on ne change pas. Voilà. Bon. Non, mais c'est pas Joseph. Hein. C'est vraiment Bonaparte.
Comment ont été ramenées les plantes, Mimosa, Eucalyptus, etc. Il y en a beaucoup, je l'ai dit, il y avait à peu près 100 000 espèces qui sont revenues, 2500 espèces inconnues. Un certain nombre d'entre elles étaient vivantes. Baudin avait une grande expérience de ramener des spécimens animaux ou végétaux vivants de terres très très lointaines. Je n'ai pas eu le temps de vous le dire, mais par exemple, la plus grande partie du jardin botanique de Schönbrunn, Schönbrunn, non, il n'y a pas de Schönbrunn, c'est-à-dire le palais autrichien, hein, à Vienne, c'est Baudin qui l'a rempli. Je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi, mais c'est lui qui les a ramenés. Il a ramené des plantes de Porto Rico et des animaux pour le Muséum d'histoire naturelle. Il a ramené des plants vivants. Et Joséphine était absolument passionnée de botanique. Et donc, elle a acclimaté des animaux, les fameux cygnes noirs, qui n'ont pas duré longtemps, mais bref, mais surtout des plantes dans ces grandes serres, les grandes serres de la Malmaison qui existent toujours. Hein, vous pouvez aller la visiter, c'est privé, c'est juste à côté du château de la Malmaison. C'est la petite Malmaison. Dans ces grandes serres, elle les a acclimatées et ensuite elle les a fait distribuer selon le plan prévu, disons, d'éducation du peuple par Napoléon, qui a créé des muséums d'histoire naturelle un peu partout, dont celui du Havre. Eh bien, ces plantes acclimatées ont été distribuées. Et bien, les mimosas et les eucalyptus, qui avaient besoin évidemment de soleil, ont été envoyés dans le sud, et ce sont leurs rejetons, tous. Donc tous les mimosas que vous avez sur votre table au moment de février, au moment du carnaval à Nice, sont tous des rejetons de l'expédition Baudin, acclimatés par Joséphine, excusez-moi du peu. Merci Catherine. Pascal, y a-t-il eu des richesses? Non. Non. Richesse au sens money du terme, non. C'était d'ailleurs ce que l'Angleterre reprochait pour l'instant à Banks, et ça n'avait encore rien rapporté. C'était l'une des frustrations de Flinders, qui considérait qu'on n'avait toujours pas exploré l'intérieur de l'Australie, où forcément il y avait des richesses. Ça s'est avéré vrai. Je vous rappelle que l'Australie est un des plus grands pays miniers du monde, aussi l'un des plus grands pollueurs, mais ça c'est autre chose, notamment en termes d'or et de tout un tas d'autres choses. Donc à cette époque, non. Ensuite, Dieu sait si l'Australie s'est révélée riche, oui. Mais pas à cette époque. Et pas d'épices, non. Florence, où peut-on en savoir plus sur cette carte que vous avez découverte? Eh bien, vous attendez que je l'édite, parce qu'elle n'est toujours pas éditée. Vous avez vraiment été les premiers. Personne ne l'a étudiée, et on va le faire. Je vais le faire avec Martin Woods, qui est donc le directeur des cartes de la Bibliothèque nationale à Canberra. Nous devions le faire là l'année dernière, en fait, mais comme vous le savez aussi bien que moi, si nous ne sommes pas en train de nous parler directement, c'est à cause d'une petite saloperie qui nous empêche tous de bouger. On va le faire l'année prochaine. Donc il faut vraiment que nous prenions un par un les noms qui sont écrits dessus en rouge, on les compare aux cartes anciennes, on les compare aux cartes d'aujourd'hui, et on va faire une édition complète. Il nous faut un an de travail à peu près. En quelle année l'Australie, Samy, en quelle année l'Australie est-elle passée du stade de colonie anglaise à l'état souverain de la couronne? Alors, c'est un état de Commonwealth, je vous le rappelle. Donc, c'est un état dont, c'est compliqué, la reine d'Angleterre, Elisabeth, est toujours la chef d'État en Australie, puisqu'elle est membre du Commonwealth. C'est un État indépendant depuis, j'avoue ne pas avoir la date exacte, mais ça date de l'entre-deux-guerres. Je crois, je peux dire une bêtise là, hein, donc c'est à vérifier ce que je suis en train de vous dire. C'est évidemment un État souverain, mais un État souverain dont la reine est le chef d'État. Il y a ensuite une sorte de chef d'État en second qui est le gouverneur général. J'ai eu la chance de rencontrer le précédent, qui était un homme absolument charmant, à Paris à l'ambassade. Et vous avez ensuite un régime parlementaire avec un Premier ministre. Donc la date exacte, là en revanche, vous me causez une cote, c'est ma faute, je devrais le savoir. C'est un État souverain, mais membre du Commonwealth, avec tout ce que ça suppose. La reine est chef d'État. Anna Adélaïde, en plus, Anna Adélaïde. Quand la Nouvelle-Hollande a-t-elle été nommée officiellement Australie, et par qui? Par les Australiens eux-mêmes dans les années 1800. Alors, attendez. Nommée Australie, c'est Flinders qui a proposé de l'appeler Australie. Ça lui a été refusé par le gouvernement. C'est devenu un usage dans les années 1830, 1840, 1850, et la fédération australienne telle qu'on la connaît aujourd'hui, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, elle est née en 1910-1911, quand on a créé Canberra, et qu'on a donc l'ensemble de ces États qui sont très
comment dirais-je, très, pas indépendant, mais il y a un mot pour ça, je l'ai oublié, mais vous l'avez tous compris, autonome, l'un par rapport à l'autre, avec la capitale à Canberra, donc État fédéral. Plus de questions? Ah, Jean-Paul, des archéologues aujourd'hui continuent? Oui, 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 absolument, j'en connais même plusieurs, dont un Français, il est revenu en France. Aujourd'hui, il appartient à la DRAC, donc la direction archéologique sous-marine. Oui, bien sûr. Il y a un musée que je vous conseille d'ailleurs, si vous allez là-bas, à Fremantle, à côté de Perth, dans l'ouest, donc, qui s'appelle le Shipwreck Museum, c'est-à-dire le musée des épaves. Et bien sûr, parce qu'il y en a, mais plein, 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 plein. Donc oui, bien sûr, bien sûr. Et on en redécouvre tout le temps. De Beaussure, Traguinini, c'est quoi ça, François, Traguinini? Pas compris la question. Ah, pas compris la question, je ne peux pas répondre. Oui, bah écoutez, on va voir arrêter là une autre question qui arrive, ou peut-être une précision sur la question de François. Merci beaucoup pour cette conférence. Merci, bon, on a un peu dépassé comme toujours, donc merci pour votre générosité et pour toutes les réponses aux questions. Donc il y en avait encore quelques-unes, mais beaucoup demandaient de lire la lettre. Je suis disponible si vous pouvez. Je ne sais pas comment vous faisiez, mais s'ils ont accès à mon email, ils peuvent m'envoyer un email, vous pouvez leur donner. S'ils veulent avoir accès à mon Facebook et me poser des questions en Messenger, pas de problème, je répondrai dans les jours qui viennent, sans aucun souci. Voilà, donc le plus simple, c'est je vais aller vous chercher le profil de Patrick sur Facebook, comme ça vous avez le lien directement, ce qui à mon avis sera le plus simple pour ceux qui ont Facebook. Pour tous les autres, n'hésitez pas à nous écrire par mail si vous souhaitez vous avez une question ou si vous souhaitez avoir plus de précisions sur un sujet. J'ai l'impression que ça vous a beaucoup plu cette conférence, donc j'en suis ravie. Si c'est vrai, je suis ravi. Écoutez, je vous laisserai lire les commentaires qui parlent mieux que moi et que vous croirez plus que moi. Donc voilà, je ne sais pas si vous souhaitez dire peut-être un petit mot avant. Un dernier mot, deux, et puis après je vous fiche tous la paix parce que vous avez tous faim, ça tombe bien, moi aussi. Je vais faire ma propre pub. Hein. Voilà mon bouquin sur Baudin, Terre australe. N'hésitez pas, vous le trouvez à la FNAC, sinon vous pouvez le commander, sinon vous m'envoyez un message, je vous dirai où le trouver. Et je voulais remercier l'équipe de Conférencia parce que ça me commençait sérieusement à me manquer les conférences, j'en ai fait beaucoup de ci, de là, c'était devenu impossible. J'imagine que pour vous c'est assez confortable, pour nous conférenciers c'est carrément confortable l'outil qu'on nous met à notre disposition, donc j'en profite au passage pour les remercier et j'espère en faire d'autres parce que comme vous avez compris, j'ai été obligé de me... bon, c'est très difficile pour moi, donc je peux vous en faire 45 comme ça. Là, Julie s'évanouit. Donc vraiment, je voulais remercier cet outil qui nous est donné. Voilà, et je voulais vous remercier tous d'être là. J'espère que vous n'êtes pas tous partis trop vite, donc j'en ai encore quelques-uns à la fin. Et puis, peut-être à très très bientôt. Merci beaucoup, Julie. Merci à tous. Merci à vous. Pour ceux qui posaient la question, on vous envoie le lien pour avoir le replay de la conférence demain dans la journée. On le mettra du coup sur notre site, comme ça, pas besoin d'avoir de compte Facebook. Merci encore à vous de nous avoir suivis nombreux. On est ravis de pouvoir vous apporter des moments d'évasion. Les conférences gratuites, c'est tous les lundis à 18h30. La prochaine sera sur l'Inde, un nouveau pays. Donc, il y a quand même un petit rapport, mais bon, plus centré sur le 20e siècle, puisque comme vous l'avez vu, c'est très difficile de résumer toute l'histoire d'un pays, même sur une période en 1 heure, qui est le temps qui nous est imparti pour ces contenus. Vous avez aussi tout notre programme de conférences sur le site conférencia.fr et vous pouvez nous contacter à contact@conférencia.fr si jamais vous aviez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas, on est disponible. Merci encore Patrick, c'était de vous avoir avec nous ce soir. Je vous souhaite maintenant à tous une très belle soirée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles conférences. Merci à tous, au revoir.